Yaurana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Environ 30% de l'électricité de Tahiti provient déjà de l'hydroélectricité et avec le développement des énergies solaires et bien d'autres projets autour des énergies renouvelables, peut-on faire encore mieux? Justement, répondons à cette question avec nos invités. Pierre Bosque, directeur de la DPE, la Direction polynésienne des énergies, Yorana. Yorana. Franck Lucas, professeur de sciences pour l'ingénieur à l'UPF. Yorana. Yann Wolf, directeur technique métier et performance de EDT. Yorana. Et enfin, Jimmy Wong, directeur de Senzil Tahiti et coordinateur du projet Mahana Ohiupe. Yorana. Alors, on va faire d'abord un point avec Pierre sur toutes les énergies utilisées à Tahiti, s'il te plaît. Alors à Tahiti, on a une production qui est principalement thermique. Donc c'est du gasoil qui est utilisé. Il y a deux centrales, une qui est en ville, la Vairatoa, et une qui est à la Punaru. Punaru produit la majeure partie de l'électricité, Vairatoa est assez peu utilisée. Donc ça représente à peu près, selon les années, entre 60 et 65% de la production. Le reste de la production électrique, ça va être principalement de l'hydroélectricité. Donc là, on est entre 30 et 35% selon les années en fonction de la pluviométrie. Et enfin, on a le photovoltaïque qui complète le mix à hauteur de 8% sur l'année 2023. Et c'est un chiffre qui va en augmentation au fil des années. Est-ce qu'il y a d'autres énergies renouvelables qui sont utilisées, mis à part l'hydroélectricité et le solaire? Alors, il y a d'autres énergies renouvelables, principalement, mais ça ne va pas être dans le mix électrique, pour fabriquer de l'eau chaude. Donc, on a tous des panneaux d'eau chaude. Et il y a également pour le froid des systèmes type SWAC qui existent. Donc, ça permet de faire de la climatisation en allant chercher de l'eau à 5 degrés à 900 mètres de profondeur. Notamment à l'hôpital. Notamment à l'hôpital, oui. Donc, c'est une réalisation du pays. Et ça a permis de gagner à peu près 2 points de la production électrique de Tahiti. Franck, comment est-ce que l'ingénierie intervient dans les énergies renouvelables? Alors, le déploiement des énergies renouvelables passe par la notion de mise en place de projets. Donc, la réalisation de projets, donc, c'est typiquement les métiers de sciences de l'ingénieur. L'ingénieur intervient dans la conception, dans l'exécution des projets, mais aussi dans le suivi des projets. Donc, l'ingénierie, c'est vraiment le point fondamental. Donc, à l'UPF, on vient d'ouvrir une licence orientée sciences pour l'ingénieur, dont la mention est sciences et techniques durables, donc particulièrement bien adaptée à déploiement et aux projets futurs, donc portant sur les énergies renouvelables. Et avant de parler des projets, faisons un petit tour, une petite parenthèse histoire. Comment est-ce que ça a commencé, les énergies renouvelables? Commençons par le solaire avec Jimmy. Le solaire a commencé dans les années 80. J'étais VAT à l'époque, donc c'était un projet qui était financé par le CEA, qui voulait faire aussi avoir un volet un peu plus vert dans son activité locale. Je sais quoi, le CEA? Le CEA, c'est le comité à l'énergie atomique qui faisait les essais nucléaires ici en Polynésie. Donc on a développé depuis ce moment-là des programmes de solaire, d'abord dans les sites isolés, bien entendu, qui étaient plus besoin de solaire. Et petit à petit, ces programmes ont continué jusqu'en 1997, où le CEA s'est retiré et on a eu la défiscalisation qui nous a permis d'équiper beaucoup d'îles des Tuamotu avec le programme Photom, donc qui était un programme qui était mieux adapté parce que la technologie était un peu plus évoluée, et puis on avait réussi à inclure dans les financements de ces projets-là toute la maintenance et le service qui manquait un peu dans les projets d'avant. Et depuis, donc ça a permis déjà un développement un peu plus massif du solaire en Polynésie, dans les îles, une utilisation un peu plus utile, je dirais. Et ensuite, depuis 97, le solaire n'a pas arrêté de progresser, en fait. On voit que les grands pays se sont mis à faire du solaire, commencé par le Japon, puis il y a eu l'Allemagne, et grâce à ces pays précurseurs, le prix du solaire a été divisé par quasiment 50 depuis que j'ai commencé dans les années 97 jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. Donc aujourd'hui, on a du solaire qui est clairement abordable et qui devient une énergie compétitive et qui se déploie aujourd'hui sous toutes ses formes, dans les villes, pas simplement dans les sites isolés, sous forme de grandes fermes, etc. Et on parlera du potentiel un peu plus tard. Et restons sur l'histoire avec l'hydroélectricité. Yann? L'hydroélectricité à Tahiti, c'est Maramanui, qui commence en 80, plutôt sur la zone sud de l'île, et qui se développe très fortement entre 80 et 2000, jusqu'à ce que l'ensemble de la centrale thermique du sud de l'île ferme par
par surplus d'énergie hydroélectrique. Puis après, cette énergie hydroélectrique, elle va être vendue dans le nord de Tahiti jusque dans les années 2000. Donc il y a un fort développement. Après, il y a une décennie un peu calme sur l'hydroélectricité. Et puis on a repris surtout de l'amélioration, de l'optimisation de projets depuis les années 2010. Et comme le disait Jimmy, la particularité depuis 2010, c'est l'arrivée massive du solaire sous diverses formes. Et puis en parallèle, le SWAC, qui est plus, on va dire, des années un peu après. Mais on a un mix qui a beaucoup évolué quand même depuis les années 80. En 80, on était à 100% fossile, quoi, hein. Et pour aujourd'hui, comme disait Pierre, on est à 45% les bonnes années. Cette année, ça va être une bonne année. Par exemple, on devrait être entre 40 et 45% de NR. Ce qui est très bien. Il faut à tout prix que le Fénois soit fier de ces chiffres, même s'il faut progresser, bien entendu. Justement, parlons de la progression avec Pierre. Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées lors de l'implémentation des différents projets d'énergie renouvelable ici en Polynésie française? Alors, il va y avoir différentes difficultés, hein. Ça peut être de l'acceptation sociétale, par exemple sur des projets hydroélectriques. On sait que c'est difficile à porter. Sur le photovoltaïque, il pourrait y avoir d'autres difficultés à mesure qu'on va avoir des capacités d'installer importantes. On va se retrouver potentiellement, on n'a pas la même consommation entre la semaine et le week-end, donc on aura potentiellement le week-end quelques conflits, donc il faudra savoir soit écrêter la production, soit savoir la stocker. En termes de développement, donc on est aujourd'hui historiquement entre 35 et 40% d'énergie renouvelable. Il va y avoir des fermes photovoltaïques, on en parlera plus tard, qui seront mises en service. Ça va permettre de gagner 7 points de NR. On a une trajectoire qui va nous amener d'ici une décennie aux alentours de 60% de NR. Donc on a un objectif en Polynésie qui est inscrit dans le Code de l'énergie à 75% de NR en 2030. C'est une cible qui est ambitieuse, mais la trajectoire pour nous amener jusqu'à 60%, elle est réaliste et atteignable. Est-ce qu'il y a des spécificités locales, Franck, vis-à-vis de l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes, par exemple, ici en Polynésie française? Il y a toujours des spécificités dans l'implantation de technologies, parce qu'il faut tenir compte évidemment du contexte pour la viabilité et la durabilité des installations. Donc la contextualisation, ça fait partie des éléments qu'il faut vraiment traiter. Vous devez évoquer la notion de potentiel, voilà, et c'est typiquement une question qu'il faut se poser parce que la notion de potentiel est variable dans l'espace et dans le temps. Donc le potentiel du solaire, par exemple, n'est pas le même aux Australes que dans le nord des Tuamotu. Le potentiel d'il y a 20 ans était défini pour des technologies de conversion d'énergie renouvelable qui étaient rentables à partir d'un certain potentiel. Maintenant, comme les technologies ont évolué, le coût de ces technologies les coûts ont évolué, le niveau de rentabilité s'est déplacé et des potentiels plus faibles peuvent devenir exploitables. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser en permanence et sur tout le domaine de la Polynésie. Pour faire un lien avec les difficultés dont on parlait juste avant, est-ce que par exemple la spécificité de la Polynésie française, c'est qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de mer, est-ce que l'air salin, ça a un impact finalement sur les infrastructures? Alors typiquement oui, il y a des spécificités en matière de ressources, effectivement il y a beaucoup d'eau, donc ça veut dire qu'on peut quand même fortement imaginer des ressources d'énergie renouvelable liées à la mer, donc avec les courants des passes, avec la houle, avec la technologie SWAC et la technologie ETM qui consiste à produire de l'électricité à partir des différences de température entre la mer profonde et la mer de surface. Et puis, il y a l'adaptation des technologies aux situations locales. Effectivement, des problématiques liées à l'air salin pour tout ce qui sera à proximité de la mer, mais même pour les technologies qui seront implantées en mer, on a des pentes récifales qui sont extrêmement importantes, on a des domaines lagonaires qu'il faut bien évidemment préserver. Donc tout ça demande des études bien spécifiques et on ne pourra sans doute pas prendre une technologie complètement innovante et la copier-coller en l'installant en Polynésie sans prévenir des risques pour les écosystèmes et aussi sans prévenir donc éventuellement des réactions de la population qui pourraient s'opposer à ce déploiement. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, Yann, on n'est pas encore sûr du 100% hydroélectrique par exemple? Alors, on ne fera jamais de 100% hydroélectrique, hein. Pourtant, je suis directeur général de Maramanui, donc je pourrais être intéressé par le sujet. Il faut imaginer qu'un mix énergétique, ça doit être résilient et ça doit être un mix de toutes les solutions. Il n'y a pas une solution miraculeuse en Polynésie. L'hydroélectricité a sa place, le solaire a sa place, le SWAC a sa place.
l'énergie thermique des mers. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Pourquoi pas des éoliennes si un jour ça marche et si c'est accepté. Ce qui est important, c'est que le mix doit permettre de faire face aux sécheresses, au mauvais temps, le jour, la nuit, le dimanche, la semaine. Il doit être accepté socialement, il doit être économiquement viable. Voilà, donc il n'y a surtout pas une solution miracle. Et ce n'est pas une compétition entre les énergies renouvelables. C'est les énergies renouvelables entre elles qui sont en compétition contre le fossile. Et le fossile, pareil, a besoin d'évoluer. C'est ce qu'on a fait ces dernières années, parce que c'est le meilleur moyen d'accompagner les énergies renouvelables quand il y a des problèmes de météo, quand il faut garantir de la puissance. Donc, c'est pas un combat interénergie, surtout pas. C'est pas par là qu'il faut prendre le sujet. D'où le fait qu'on parle depuis tout à l'heure de mix énergétique finalement. Voilà, et il faut faire les bons choix de mix, comme le disait Franck aussi, avec des technologies qui ont évolué. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, qu'on peut faire facilement aujourd'hui. Et inversement, il y a des choses qui sont en train un peu de passer de mode parce que le monde change. Et il faut rester ouvert à tout et faire un petit peu attention quand même en Polynésie, où le passé nous a montré qu'on n'était pas forcément une terre de prototypes. On est loin, même si on a des formations locales, tout ça, même si on a des gens formés localement, c'est difficile de démarrer des prototypes mondiaux en Polynésie. Donc il faut garder un œil sur tout ça. Un projet qui est plus positif, finalement, c'est le projet Mahana OIUP. Est-ce que tu peux nous en parler, Jimmy? Oui, donc on réalise ce projet-là pour le groupe Sioux, qui est remporté avec deux autres entreprises. C'est l'appel à projet lancé par le pays en 2021. Le pays voulait faire 30 MW crête de fermes solaires. Donc le Mahana OIUP fait partie de ces lauréats. Donc elle consiste à installer 10 MW crête, donc environ 10 hectares de panneaux solaires sur un champ à Taravao. Donc l'intérêt, la particularité de ce projet-là, c'est un peu, je pense, nouveau dans le monde, parce qu'il n'y a pas énormément de ce type de solution. C'est un projet où les panneaux sont installés à 3 mètres de hauteur, et en dessous, il y a un champ de pâturage pour les vaches. Donc c'est pour ça qu'on parle de projet agri-solaire. Exactement. Donc c'est vraiment un plus de ce projet-là, parce que les terres, vous savez bien qu'à Tahiti, les terres plates sont rares, et on manque déjà de terres agricoles, donc c'était bien de combiner les deux. Et on voit aujourd'hui que c'est un succès, parce qu'on voit que l'herbe pousse bien sous les champs de panneaux, et que les vaches, produisent mieux parce qu'elles sont plus à l'ombre, et donc c'est bien. Donc cette ferme solaire est installée quasiment, et donc on fait les essais de puissance incessamment sous peu, d'ici une semaine ou deux, en coordination avec la TEP et l'UDT, et donc ça devrait être mis en service prochainement. Donc ça fait partie des projets autour des énergies renouvelables. Pierre, justement, comment est-ce que les politiques gouvernementales peuvent soutenir ce genre de développement? Alors on le soutient principalement en instaurant des cadres. Donc toi, typiquement, Jimmy a parlé de l'appel à projet du pays sur les fermes photovoltaïques. Avant de lancer cet appel à projet, il a fallu le dimensionner, voir combien le réseau pouvait accepter de puissance. Donc ça, c'est des discussions qu'on a eues avec la TEP et avec EDT. Ensuite, il a fallu voir comment est-ce qu'on pouvait écouler la production dans le réseau électrique, puisque le solaire, donc ça fluctue en fonction de l'ensoleillement. Donc on est parti sur un système de prévision météorologique et de plateau. Et enfin, il faut garantir aux investisseurs d'avoir un cadre économique qui leur permette d'avoir une rentabilité sur le projet. Donc ça veut dire créer des conditions, que ce soit au niveau du tarif ou de la garantie d'absorption de la production, qui leur permettent de se faire financer. Donc c'est des discussions entre tous les acteurs, ceux qui gèrent le réseau, ceux qui produisent et les pouvoirs publics qui coordonnent la politique publique de transition. Alors Franck, il y a des détracteurs pour tous les projets et il y a des questions qu'on ne peut pas ne pas poser. Et justement, parmi les effets négatifs que l'on peut voir sur les différents réseaux, sur Internet et selon les discours, il y a l'extraction, le transport des matières premières. Finalement, est-ce que c'est pas atténué avec l'impact positif du solaire? Alors, il faut savoir quand même que toute technologie ou tout service qu'on va rendre à la communauté va sans doute avoir un impact sur le milieu de vie. Et donc, effectivement, il faut anticiper cet impact-là et essayer de communiquer assez en amont avec la population pour bien le maîtriser.
Après, voilà, et c'est un enjeu de recherche parce que là aussi, c'est très contextualisé. La réaction de la population locale ne sera pas la même que si on s'adresse à une population en France ou dans les autres îles du Pacifique. Donc ça nécessite de bien connaître les attentes et les craintes des populations. Alors pour certaines technologies bien maîtrisées qui sont donc très matures et on sait quel est le frein. Pour des nouvelles technologies, là, c'est un peu moins connu et ça demande des investigations au niveau de la recherche. Et après, comme le disait Jimmy, il y a la capacité de valoriser beaucoup mieux les énergies renouvelables en faisant de la coexploitation de la ressource. Donc voilà, combiner des problématiques agricoles avec des problématiques énergétiques. Un bon exemple aussi, c'est la technologie SWAC. Il y a des très beaux projets à Bora Bora où on va combiner donc, l'exploitation du SWAC pour la climatisation, pour aussi des terres agricoles, enfin pas pour la valorisation avec de l'agri ou de l'aquaculture. Il y a la possibilité aussi de faire de la production d'électricité. Donc il faut essayer de faire un maximum pour valoriser les bénéfices d'une ressource et anticiper avec une communication très, 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 très anticipée auprès de la population pour bien lever tous les freins. Et ça, c'est très compliqué. Parce que ça dépend de la localisation de la population, ça dépend aussi de la technologie, ça dépend de l'espace-temps, en gros, et c'est assez compliqué à anticiper. Donc on parle de problèmes de société, Oui. mais on a cette positivité d'énergie renouvelable. Et en plus de ça, je me tourne vers toi, Yann, il y a aussi l'aspect économique qui rentre en jeu. Ce qui est important aujourd'hui, on est face à un mur de changement climatique. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il faut à tout prix se décarboner. Ça, je crois qu'on est tous clairs là-dessus. Et les énergies renouvelables, elles ont un intérêt, c'est que le coût de ces énergies est constant dans le temps. C'est-à-dire que c'est des projets, on va investir lourdement au début, mais après, le coût ne va pas varier. Que ce soit une ferme solaire, que ce soit un barrage hydroélectrique, que ce soit un SWAC, quand on a payé son investissement et qu'il marche, on connaît le coût sur des années et on sort de quelques années là où il y a une envolée des prix fossiles. On voit qu'il y a de plus en plus de guerres, de problèmes comme ça. Donc, il faut à tout prix qu'on aille gagner en autonomie énergétique. Et donc, aujourd'hui, on a la chance que l'économie et l'écologie vont dans le même sens. Donc ça, il faut qu'on en profite. J'en profite aussi pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est la maîtrise de l'énergie. On parle beaucoup de développement des énergies renouvelables, c'est bien, mais il faut aussi parler beaucoup d'énergie. C'est quoi la différence finalement? Il faut l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on n'a pas gaspillée, c'est celle qu'on n'a pas consommée pour rien. Et là, on sait tous qu'en Polynésie, il y a des gros gisements. Cette année, là, on a travaillé avec l'université. Là, on a pris des stagiaires qui ont travaillé les premiers sujets de maîtrise de l'énergie sur des sujets simples comme les chauffe-eau électriques ou les fontaines à eau. On arrive à qualité de vie égale à faire gagner 50% de consommation à nos consommateurs. Donc là, c'est des sujets importants. Donc il faut à tout prix baisser notre besoin énergétique en électricité, sachant que devant nous, en plus, on a quand même des gros sujets dont on parle souvent avec la DPE. On a l'arrivée des véhicules électriques. On a aussi le développement du numérique qui peut amener des consommations très importantes. Donc tout ça, ça va chambouler encore nos mix. Donc il faut à tout prix qu'on trouve des solutions pour être le moins énergivore possible et après qu'on produise le mieux possible cette énergie. Donc le développement des énergies passe par la maîtrise des énergies. Est-ce que à terme, Jimmy, on pourra, pourquoi pas, à la maison être autonome en énergie, par exemple avec des panneaux solaires? Totalement, c'est déjà le cas aujourd'hui, parce que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le prix du panneau solaire a été divisé par 50 depuis les années 90. Donc aujourd'hui, le prix du panneau solaire est extrêmement rentable. Une installation solaire sans batterie a un coût de kilowattheure de l'ordre de 5 à 6 francs, comparé au prix de revient de l'électricité produite par le gasoil de 20,71 selon le dernier rapport du SDE. Donc aujourd'hui, mettre des batteries les prix des batteries lithium aussi a énormément baissé grâce aussi au développement de la voiture électrique. Donc clairement aujourd'hui, les installations avec batterie solaire ont un coût de revient de l'ordre de 10 francs si on veut mettre un peu plus de batterie. Donc il y a déjà des foyers qui ont peut-être pas la totalité, mais au moins les 2/3 de la production d'énergie électrique aujourd'hui qui est assurée par le solaire. On va pouvoir très rapidement, je pense, d'ici moins de 10 ans, avoir des installations avec batterie qui seront rentables et qui permettront à la plupart des foyers d'être
autonome en production électrique. Donc Pierre, on est d'accord avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur ce plateau, qu'il y a des avantages chez tous les acteurs de l'intégration énergétique polynésien. Et on parle bien de ce mix énergétique. Effectivement, ouais, c'est ce qui fait le charme et c'est ce qui rend ça aussi possible. C'est qu'on a des objectifs de transition, on a une nécessité d'agir. Mais au final, on voit que toutes les filières arrivent à s'y retrouver, se développer et que tout ça est complémentaire. Pour pouvoir avoir ce développement, Franck, est-ce qu'aujourd'hui le FENOA a besoin d'étudiants en ingénierie pour contribuer à ce secteur? Ah oui, inévitablement. Donc, à partir du moment où il faudra contextualiser toutes les technologies et les adapter donc, à la situation locale, il faudra qu'il y ait des gens qui connaissent le contexte, qui soient formés localement et qui soient motivés. Et donc, c'est évidemment le rôle de l'université. Et c'est pour ça qu'on a créé cette licence Sciences pour l'ingénieur, qui a une licence sciences professionnelles, énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie, qui adresse très clairement ces problématiques-là. Donc, l'UPF prend sa part du travail à faire. Et comment est-ce que tu peux inviter les jeunes à venir justement dans cette filière? C'est clairement des métiers d'avenir. Et puis la proposition qu'on leur fait, c'est de s'inscrire dans une logique durable. C'est-à-dire, on va leur apprendre des métiers et des technologies et des perspectives qui sont bien inscrites dans toutes les problématiques qu'on connaît à l'heure actuelle. Et intégrant le changement climatique, intégrant la raréfaction des ressources. Donc ça, c'est des problèmes qu'on va intégrer dans nos enseignements. Et les jeunes qu'on va former, je pense qu'ils seront très bien préparés et ce seront des bons acteurs plus tard pour un développement raisonné et harmonieux de la Polynésie. Et Jimmy, comment est-ce que tu vois l'évolution du projet Mahana Ohiupe? Le projet, il est quasiment terminé, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc c'est un projet qui est nouveau, donc avec un cahier des charges qui est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on avait demandé au pays de revoir son cahier des charges pour les projets futurs. Donc l'exploitation et les choses vont sans doute devoir se mettre un peu en place. Il faut qu'on travaille avec la TEP et puis l'EDT pour bien avoir une exploitation harmonieuse, mais je pense qu'il n'y a pas de problème particulier par rapport à ce projet-là. Est-ce que ça peut inspirer d'autres projets similaires dans toute la Polynésie, pourquoi pas? Clairement. Donc, avec le groupement solaire, on a fait beaucoup de propositions au pays justement pour que la filière solaire puisse avancer un peu plus vite. Ça veut dire mettre en place des batteries de stockage tampons qui vont pouvoir, sur les réseaux, permettre d'accepter plus de solaire. Ça veut dire peut-être d'autres possibilités de faire des fermes avec des cahiers des charges qui soient plus adaptés et plus optimisés en termes de coûts et d'exploitation. Mais oui, clairement, il y a énormément de choses à faire et on attend beaucoup justement du pays que nos avis convergent et qu'on puisse avoir des propositions qui vont permettre d'accélérer le développement de la filière solaire. Et dans un développement plus général, Yann, il y a un an, quasiment tout pile, EDT a annoncé le pourcentage d'utilisation des énergies renouvelables, donc de 95%, à savoir 59% en hydroélectrique et en 36% en solaire au pic d'ensoleillement de midi. Donc finalement, 95%, c'est pas très loin de 100%. On peut s'attendre à de réelles évolutions pour les années à venir. Ah non, dans les semaines à venir. Non, mais c'est ce que disait Jimmy. Par rapport à l'an dernier, il y a les 3 projets de fermes solaires qui sont en train de démarrer là dans les semaines à venir. Ce qui veut dire qu'avec 30 MW, ce qui va faire à peu près 20 MW de plus le dimanche, on va se retrouver tous les dimanches là avec des niveaux d'énergie renouvelable qui sont de l'ordre de entre 90 et 100%. Donc ça c'est bien, c'est parfait. La difficulté encore, il faut encore transformer l'essai parce qu'on ne vit pas que le dimanche après-midi. La nuit, il y a encore besoin de beaucoup de thermique par nature. Donc ça c'est les enjeux aussi dont parlait Jimmy. Il va falloir commencer à stocker. Alors on peut stocker sous forme chimique, on peut stocker aussi sous forme hydroélectrique. Maramanui a déposé un projet là, qui est la première station de pompage qu'on appelle Baby Step, qui permet, en récupérant de l'énergie solaire en surplus, de remplir les barrages quand il y a trop d'énergie la journée pour turbiner la nuit. Donc ça, on espère pouvoir lancer ça rapidement. Moi, je pense qu'on va vers une augmentation très forte des ENR dans les années à venir,
avec la limite que j'ai mis tout à l'heure. Bien sûr. Attention au développement du véhicule électrique ou aux gros projets dont on entend parler dans le monde du numérique qui vont consommer beaucoup d'énergie. Et il va falloir aussi peut-être améliorer nos mix pour ne pas perdre du pourcentage, quoi. Est-ce que tout ce développement, tout ce mix, finalement, ça peut arriver à une baisse des factures, par exemple? Alors, dans le monde actuel, une facture qui n'augmente pas, c'est déjà une facture qui baisse de manière énorme, hein. L'électricité a augmenté de 7% ces dernières années en Polynésie. Quand on parle de 20 à 30% dans certains pays en Europe ou dans certains endroits du monde. Là, on sait qu'en ce moment, la guerre est en train de se développer au Moyen-Orient. Si demain, il y a une envolée du pétrole, ça va toucher tout le monde, à la fois à la pompe, pour nos voitures, pour nos moyens de déplacement, mais aussi sur l'électricité. Donc après, ce que je disais tout à l'heure, plus le mix sera indépendant du pétrole, moins on sera touché par ces augmentations. Et donc, on pourra terminer en disant que la transition énergétique est non seulement une nécessité, mais surtout une opportunité pour notre développement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Maururu ito tatou farerira, trahoma parhena.